Donc, je vous souhaite encore la bienvenue et je donne la parole à Monsieur Vincent Gautré, qui est donc le directeur du Centre de recherche en droit public et qui va nous présenter donc les deux conférenciers. À toi, Vincent. Merci beaucoup, Laurence. C'était un vrai plaisir effectivement, de vous présenter les intervenants. Mais juste avant ça, je voudrais présenter le CRDP, non parce que je le fais maintenant de manière systématique, mais une chose que j'aimerais me rappeler, c'est que le CRDP, depuis cette année, est une institution pluri-universitaire et que McGill et Laval sont maintenant des partenaires qui sont reconnus avec l'UDM par le regroupement stratégique donc, qui finance le CRDP désormais. Alors depuis un an maintenant, nous faisons des différents cycles de conférences, mais notamment les matinées de la justice, où on entend, dans ce cadre-ci, confronter des points de vue différents, distincts. Régulièrement, on a fait des activités où on confronte des disciplines, évidemment, le droit souvent vis-à-vis d'autres sciences, que ce soit la médecine, que ce soit d'autres sciences sociales ou d'autres. Comme ici, là, on va plutôt distinguer, je dirais, des interdisciplines entre, d'un côté, politique culturelle et de l'autre, la fiscalité. Distinction aussi qui va s'opérer, je dirais, peut-être dans les approches, dans la mesure où on va avoir un point de vue d'un praticien qui n'est pas que praticien, mais qui est aussi praticien et qui va vous parler notamment d'une affaire qu'il a rondement menée dans le cadre d'une une décision récente auprès de la Cour fédérale d'appel. Donc confronter un point de vue plus pratique avec une perspective académique. Car en effet, la conférence principale va être faite par François Lemoine, maître François Lemoine, et ensuite Annick Provencher, qui est professeur chez nous, aura l'opportunité de répondre en tant que tel sur cette série d'affaires, cette série de décisions importantes, notamment cette affaire Caillebotte. Caillebotte, si je peux me permettre, pour ceux qui le connaissent un peu, et il fait partie de cette longue liste de, de, de juristes défroqués, en fait, qui ont commencé des carrières en droit et puis qui ont bifurqué vers des sphères plus artistiques. Alors, voilà ma job vraiment qui commence. Je vais présenter très rapidement François Lemoine, que j'ai le plaisir de bien connaître, donc qui est avocat au cabinet Sarrazin-Plourde, où il pratique justement tout ce qui est autour, enfin notamment tout ce qui est autour du droit de l'art. Il est diplômé des universités de Paris 1, de McGill. Il enseigne aussi le droit de l'art, donc il est chargé de cours chez nous à l'UDM. Et accessoirement, je vais aller vite, mais il est membre de la commission permanente de l'art public de Culture Montréal. Et donc, comme je vous disais, il a été notamment l'avocat principal du Front commun des musées dans la Cour d'appel fédérale, donc dans ce dossier Caillebotte, qui est l'un des cas d'études qui va être présenté lors de cette conférence. Alors Annick, ensuite, qui aura tout de suite après la présentation de François le rôle de répondante, et elle aussi est professeure chez nous en droit fiscal. Elle s'occupe notamment d'une maîtrise en collaboration avec HEC Montréal. Elle détient un doctorat en droit à l'Université d'Ottawa et ses recherches s'articulent tant sur le plan, je dirais, plus théorique, notamment sur justice fiscale et égalité, notamment égalité de genre. Et puis, d'un côté très pratique aussi, elle s'intéresse beaucoup aux aspects techniques et complexes de la fiscalité. Et à cet égard, je me permets de rappeler le fait qu'elle a reçu le prix du barreau du Québec pour la meilleur répertoire et manuel de pratique, donc dans le concours de 2020. Alors voilà, vous êtes entre de bonnes mains pour nous occuper durant 7h30. Si vous permettez et si les intervenants sont d'accord avec ça, n'hésitez pas, peut-être après la présentation des deux intervenants, vous aurez tout le loisir de poser les questions que vous souhaitez, mais d'ores et déjà, si vous voulez, vous pouvez les écrire aussi, si vous préférez, à votre choix, et j'aurai l'occasion de les lire et de les poser aux intervenants à la suite de leur présentation. Alors voilà, François, la parole est à vous.
Merci beaucoup, Vincent, consoeurs, confrères, mesdames, messieurs. Je suis très heureux d'être ici pour cette conférence qui devait avoir lieu à l'origine la semaine juste après le fameux vendredi 13 du mois de mars, lorsque tout a fermé. Donc, on se retrouve aujourd'hui, 9 mois jour pour jour plus tard, et je sais qu'on est un peu collectivement fatigué de toutes ces rencontres virtuelles. Donc, je suis très chanceux et très choyé de constater que vous êtes si nombreux aujourd'hui pour cette conférence qui est quand même sur un sujet relativement obscur, la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels. Donc un grand merci à Vincent Gautret au CRDP pour l'organisation de cette conférence, Valérie Cossenzo et Laurence Largenté. Donc, vous avez organisé non pas une fois, mais 2 fois cette conférence. Et évidemment, merci à Pierre Lesage, qui est un des anges gardiens informatiques de la faculté et qui permet à l'enseignement de continuer, aux activités de continuer depuis le mois de mars. Annick, un grand merci aussi d'être là. Je suis une de ces personnes qui non seulement ne remplit pas ses propres rapports d'impôts, mais qui en serait foncièrement incapable. Et donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de politique culturelle, on va parler d'œuvres d'art, mais il y a beaucoup d'aspects fiscaux aux décisions qu'on va discuter. La loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels est aussi un outil fiscal, donc je suis rassuré d'être accompagné dans l'exercice par Annick Provencher. Avant de commencer, 3 précisions qui s'avèrent utiles. Évidemment, comme le disait Vincent, j'ai participé au dossier CAIPA, donc il va sans dire, mais c'est peut-être mieux de le préciser, que les opinions émises lors de la conférence sont des opinions personnelles. Secundo, bon, je vois que vous êtes plusieurs et certains ont gardé les caméras allumées, je vous en remercie. J'ai toujours l'impression d'être un peu zinzin quand je parle tout seul devant des caméras vides, donc dans la mesure où vous pouvez les garder allumées ou les allumer, j'en serai très heureux. Je vois Annie Morin et quelques têtes qui apparaissent. Je vous remercie beaucoup. Tertio, j'aime toujours beaucoup agrémenter les présentations d'œuvres d'un des artistes dont en fait, les œuvres vont avoir fait l'objet d'un débat juridique. Donc aujourd'hui, c'est assez naturellement que je me tourne vers Caillebotte pour agrémenter la conversation. Donc ce sont ces tableaux que vous allez voir d'un côté ou de l'autre du texte aujourd'hui pour une raison qui va apparaître assez claire, c'est que le dossier principal dont on va traiter est un dossier qui concerne les iris bleus de Caillebotte, le petit tableau qui est à la droite de l'écran et qui a causé de nombreux problèmes et de nombreux casse-têtes à beaucoup de monde il y a 2 ans. Donc, la conférence est sur la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels. C'est une loi qui est assez importante, vous allez le voir dans l'organisme et dans l'architecture de la politique culturelle canadienne. Et en fait, quand j'ai enseigné le cours de droit de l'art pour la première fois, ça fait quelques années maintenant, il n'y avait rien à dire. Parce qu'on avait une loi qui avait été, donc qui datait de la fin des années 70, ça faisait à peu près une quarantaine d'années qu'elle existait, et en fait, il y a très peu de doctrine sur la loi. Il y avait de la doctrine qui datait du début des années 80 là, pour expliquer ce que le législateur voulait faire. Il y avait des débats parlementaires, évidemment, il y avait des rapports de la commission des biens culturels, mais on avait très très peu de choses à se mettre sous la dent pour essayer de comprendre véritablement comment la loi fonctionne et comprendre si effectivement elle fonctionne telle qu'elle devait fonctionner dans la tête du législateur. Donc là, on est quand même chanceux parce qu'on a 3 dossiers qui ont fait les manchettes ces dernières années et qui vont nous permettre, donc je vais vraiment utiliser ces 3 dossiers, les 3 C, la Tour Eiffel de Chagall à gauche, les iris bleus de Caillebotte au milieu et puis MD Carr à droite. Donc là, je dépasse un peu, j'espère que je suis un peu ultra-virès de ce que Vincent m'avait demandé de faire, parce qu'au début, il m'avait demandé est-ce que c'est possible de faire sur Caillebotte, mais j'ai pensé que c'était utile d'au moins parler des 2 autres dossiers, Chagall et puis Carr, simplement parce que vous allez voir que la comparaison entre ces 2 dossiers, entre ces 3 dossiers en fait, va permettre de mettre le doigt sur certaines anomalies dans le fonctionnement de la loi sur les biens culturels. Donc vraiment le plan très facile, là, je vais passer les 3 dossiers de manière tout à fait chronologique, un après l'autre, et puis au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va tenter de comprendre comment la loi fonctionne. Et évidemment, en guise d'introduction, la
petit point, parce que la loi sur les biens culturels est une loi relativement peu connue, donc je vais simplement donner quelques grandes lignes au début et puis finalement conclure en guise de bilan. Donc, qu'est-ce que cette loi sur les biens culturels? En fait, ça fait partie d'un ensemble de lois internationales qui sont des applications étatiques d'une grande convention internationale qui est la Convention UNESCO 1970. En gros, pour faire rapide, en droit international, il y a 2 grandes conventions qui protègent les biens culturels. Une en période de guerre, c'est l'AM 1954, et c'est pas pertinent pour nous aujourd'hui, et une en période de paix qui est UNESCO 1970. UNESCO 1970 qui avait pour objectif de mieux contrôler, de mieux régir le commerce international des biens culturels. Donc, vous voyez la date, 1970, on est après, vers la fin de la période de décolonisation, et dans les années 60, vous avez plusieurs pays qui se sont mobilisés et qui expliquaient en fait le problème, c'est pas tant les destructions en période de conflit armé, on est en période de paix, mais on perd beaucoup d'œuvres d'art importantes, de biens culturels importants pour notre pays via le marché international. On peut avoir des législations nationales, mais elles sont très difficiles à appliquer. Une fois que ces œuvres sont parties à l'extérieur, c'est très difficile de les rapatrier. Et donc, l'objectif d'UNESCO 70, et donc vous voyez que c'est un mouvement un peu contraire avec le mouvement du GATT qui était plutôt pour une dérégulation après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on a dérégulé le commerce des biens. C'est clair depuis le début que les biens culturels sont exclus des mécanismes du GATT, et donc on a plutôt une volonté de mieux contrôler, de plus contrôler le commerce international pour des raisons culturelles, pour des raisons identitaires, pour des raisons d'accès à la culture assez évidentes. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, UNESCO 70? Et je vous ai simplement mis, puis je vais arriver à la loi canadienne tout à l'heure, mais c'est simplement pour comprendre pourquoi on a cette loi. Ce n'est pas une loi qui vient du Canada, mais c'est vraiment une application d'une convention internationale. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous ai mis ici l'article 3, qui est l'article principal. Sont illicites l'importation, l'exportation, le transfert de propriété des biens culturels effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties en vertu de la présente convention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme si vous arrivez avec 1 kilo de cocaïne à l'aéroport, c'est assez clair que l'importation est illégale. Le problème pour les biens culturels, c'est qu'il n'y a pas de liste d'objets qui peuvent être contrôlés ou non en droit international. Donc, par exemple, ce n'est pas toutes les amphores grecques ou les vases grecs du 5e siècle, ce ne sont pas toutes les statues égyptiennes de la 21e dynastie qui sont contrôlées. Ce qu'il faut poser comme question, et ici l'objectif, c'était de respecter la souveraineté de chacun des pays, de chacun des États membres, et de respecter un très large éventail de choix en matière de commerce des biens culturels. Vous avez des pays qui veulent contrôler de manière très stricte l'exportation des biens culturels. Par exemple, l'Égypte, c'est à peu près impossible de sortir quelque chose légalement d'Égypte. Ou de l'autre côté, vous avez les États-Unis où finalement, il y a très, très peu de contrôle, sauf éventuellement les objets autochtones. Aux États-Unis, vous pouvez très facilement sortir des objets culturels. Donc, la bonne question à se poser pour UNESCO 70, c'est pas quelle est la nature de l'objet que j'ai devant moi, mais est-ce qu'il a été exporté illégalement de l'État d'origine? Donc, si vous arrivez avec une statuette égyptienne d'Amenhotep III, ou peu importe, d'un pharaon égyptien aux douanes, le douanier va devoir se poser comme question, est-ce que au moment où cette statuette est sortie du pays d'où vient le voyageur, est-ce que oui ou non, la sortie était légale? Donc, si le voyageur arrive d'Égypte, probablement que c'est un pillage archéologique récent, et donc, là, il faut faire évidemment une enquête, mais vraisemblablement, ça va être envoyé en Égypte. Par contre, si c'est la même statuette ou une statuette équivalente qui a été excavée au 19e siècle et dans une collection américaine depuis 150 ans, le propriétaire américain peut très facilement venir au Canada avec la statuette, il n'y a aucun contrôle d'exportation. Donc, vous voyez que derrière la grande flexibilité de l'article 3, la difficulté, en fait, c'est plutôt une difficulté d'application. Les douaniers ne sont pas formés en histoire de l'art ni en archéologie. Il faut souvent on leur présente souvent des papiers qui sont de fausse provenance. Ils doivent se poser la question, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai, d'où vient véritablement cet objet, faire appel à des spécialistes, contacter des ambassades. Donc, l'administration de cet article 3, en pratique, peut être extrêmement difficile.
je me suis permis un petit aspect ludique pour essayer d'expliquer en termes très, très, très contemporains, en hiéroglyphes contemporains, la convention UNESCO 70, donc résumé en emoji. Ça donne ça. Vous avez deux options. Soit vous avez un vase que vous ramenez d'un pays du Sud dans vos bagages et vous débarquez avec un permis d'exportation valable. Donc, vous avez fait une déclaration adéquate au douanier, vous la ramenez chez vous, vous la donnez à un musée. Tout va bien. Ou alors, vous avez un pillage archéologique qui a fait l'objet d'un trafic très souvent. Il y a un exemple célèbre, l'Aphrodite de Morgantina en Sicile. C'est une très grande statue qui a été excavée par des pilleurs en Italie. Et donc, évidemment, on ne peut pas se promener avec une statue de 3 mètres de haut comme ça dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a coupé en deux. En fait, coupé deux fois, donc 3 bouts de statue qu'on a mis dans un chargement de carottes, remonter la péninsule. Comme ça, s'il se faisait arrêter, on ne découvrait pas qu'il y avait nécessairement au fond du camion une statue ancienne. Évidemment, ensuite de ça, ça vient avec une fausse provenance. Ici, un petit conte de fées très sympathique où en général, non, vous savez, c'est pas un pillage récent, ça vient d'une vieille famille aristocratique du 19e siècle, ça fait très longtemps que c'est sorti du pays, etc. Donc, évidemment, on ment aux douaniers. Et normalement, si on fait bien les choses, il devrait avoir une condamnation, mais très souvent, malheureusement, ce sont des crimes qui sont assez difficiles à déceler. Donc, il y a encore malheureusement un marché de l'art et un marché illicite des antiquités qui prospère à travers le monde et qui a été malheureusement encouragé par les révolutions ce qu'on a appris le printemps arabe en 2011-2012 et par la pandémie actuelle. Donc voilà le fonctionnement d'UNESCO 70. C'est le seul moment où je me permets de mettre des emojis dans mes diapositives. Donc, comment est-ce qu'on a voulu appliquer UNESCO 70 au Canada? Donc, évidemment, il a fallu qu'on passe une loi. Donc, cette loi, c'est la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels. Cette loi, en fait, la transposition des obligations internationales du Canada en matière d'importation au Canada est très simple. Parce que vous vous rappelez tout à l'heure, tout ce qui sort illégalement, on ne peut pas faire rentrer. Donc, en fait, les importations, le LEIBC, le I ici est très facile au niveau juridique. Vous l'avez ici, article 37, importation illégale, l'importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d'un État contractant est illégale. Ne peut pas être plus simple au niveau juridique. Le problème ici n'est pas un problème juridique, c'est facile à appliquer en droit interne, est plutôt un problème de moyens policiers et un problème de volonté politique d'enrayer le marché de l'art. Malheureusement, les experts internationaux considèrent le Canada comme une juridiction où il y a très peu de contrôle. À la fois, le droit privé des différentes provinces ne favorise pas les restitutions, mais aussi très peu de contrôle douanier. Et donc, on est généralement étiqueté comme étant une juridiction où il est particulièrement aisé de blanchir des œuvres d'art volées. Et là, vous voyez encore que ce n'est pas le dispositif légal le problème, mais que c'est véritablement que les contrôles douaniers, des enquêtes policières, les moyens ne sont pas à la disposition des forces de l'ordre, des douanes pour effectuer des enquêtes adéquates. Et donc, on a un bilan extrêmement ténu en matière de restitution de biens culturels illégalement importés. Je vais arrêter sur la question des importations là-dessus parce que c'est encore une fois plutôt une question de politique publique et de mise en place que véritablement une question juridique. Simplement pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je renvoie à un texte de John Fossey qui est professeur émérite à l'Université McGill, archéologue spécialiste du monde classique, qui est aussi conservateur au Musée des Beaux-Arts de Montréal et qui a été appelé par le service des douanes pour faire une enquête sur des mosaïques romaines qui avaient été saisies par les services douaniers. Et donc, ce texte est absolument extraordinaire parce que c'est le meilleur texte que je connais sur la question au Canada. On voit à quel point c'est frustrant et difficile d'effectuer une enquête, de respecter le cadre juridique et de renvoyer des objets à la maison. Donc, ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est vraiment un texte absolument extraordinaire pour voir à quel point cette disposition qui semble très facile à appliquer, a priori, dans le détail et dans les faits, peut être extrêmement difficile, extrêmement coûteuse à mettre en place.
Donc, pour le reste de la conférence, je laisse le I de la LEIBC de côté. Je vais vraiment parler du E, parce que là, encore une fois, alors que le UNESCO 70 ne nous laisse pas le choix dans ce qu'on doit renvoyer, on a toute souveraineté pour déclarer, pour mettre en place un système concernant la gestion des exportations. Donc, comment est-ce qu'on a contrôlé les exportations au Canada? Évidemment, on ne voulait ni avoir le système américain qui était extrêmement libéral et où tout pouvait sortir. Il y avait eu plusieurs histoires dans les années 40, 50, 60 de collections importantes qui étaient parties, la plupart du temps aux États-Unis, d'objets liturgiques du culte catholique aussi qui étaient partis. Donc, on voulait avoir un minimum de contrôle des exportations, mais on ne voulait pas non plus tomber dans l'excès inverse de pays comme l'Égypte où finalement c'est absolument impossible d'exporter quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que le législateur a fait? Ça a été une longue discussion, donc ça a été vraiment plusieurs années de discussion et de mise en place. Qu'est-ce que le législateur a fait? Qu'est-ce qu'on fait en général dans des situations comme celle-là lorsqu'on ne sait pas quoi faire? Ben, on regarde ce que fait le Royaume-Uni. Et donc, on a beaucoup utilisé, il y a un rapport britannique qui a été énormément utilisé pour la loi canadienne, et la loi canadienne est très, très proche. Elle diverge peut-être plus aujourd'hui, mais à l'origine, le système des permis d'exportation mis en place au Canada est extrêmement proche de celui du Royaume-Uni. Donc, évidemment, on veut prioriser le libre marché, mais dans certains cas, on va exercer un contrôle. Donc, concrètement, si vous avez un Jean-Paul Lemieux chez vous qui a une grande valeur et que vous voulez soit l'amener à votre maison d'été, maison d'hiver plutôt en Floride, vous voulez l'exporter en France ou au Royaume-Uni pour le vendre, ou vous voulez, en tout cas, vous voulez le faire sortir des frontières canadiennes, vous devez demander un permis. Ce permis est émis par un agent des douanes. Le problème, c'est que l'agent des douanes n'est évidemment pas un spécialiste d'histoire de l'art. Et donc, il va s'adjoindre ce qu'on appelle dans la loi un expert vérificateur. Expert vérificateur qui, dans les faits, est souvent un conservateur de musée ou un professeur universitaire qui est spécialiste. Évidemment, il va essayer de trouver quelqu'un qui est lié à l'œuvre d'art en question ou à l'objet archéologique en question, dont c'est la spécialité. Et donc, vous voyez qu'ici, en fait, dès qu'une des 6 conditions qui sont énumérées dans la diapositive est rencontrée, vous avez votre permis sans aucun problème. Première condition, si l'œuvre a moins de 50 ans, on ne veut pas entraver le marché de l'art contemporain de la même manière si l'auteur est vivant. On ne veut pas qu'un artiste canadien qui travaille au Canada ait de la difficulté à envoyer un tableau qu'il vient de réaliser à l'extérieur simplement parce que sa cote est élevée. Donc, aucun contrôle d'exportation. L'œuvre a été importée au Canada dans les 35 dernières années. Encore une fois, on veut favoriser le fait de monter des collections et on ne veut pas qu'une œuvre qui vient d'arriver il y a 10 ans ne puisse pas être revendue sur le marché international parce que ça aurait un effet dissuasif sur les collectionneurs qui voudraient amener des objets importants sur le territoire canadien. L'œuvre est en dessous d'une certaine valeur monétaire. Donc, en fait, c'est un peu compliqué, mais vous avez la nomenclature qui est un décret d'application de la loi sur les biens culturels. Et cette nomenclature fixe par catégorie d'objets une valeur minimum. Donc, par exemple, pour ce qui va nous occuper aujourd'hui, pour un tableau à l'huile, une œuvre d'art, un tableau, une peinture, la valeur minimum est de 15 000 pour une œuvre d'art canadienne et de 30 000 pour une œuvre d'art étrangère. Donc, si la valeur a si votre tableau a vaut moins de 15 000 et a été réalisé par un artiste local, il n'y a aucun contrôle d'exportation, vous pouvez l'exporter aussi sans problème. Si on est au-dessus de 100 000 $, 200 000 $, là, évidemment, ce critère ne permettra pas d'émettre un permis d'exportation. Donc, dans la mesure où on est face à une œuvre qui est relativement ancienne, qui est au Canada depuis plus de 35 ans, qui a une certaine valeur, c'est là qu'on va arriver dans les critères qui sont peut-être moins objectifs, si vous voulez, mais qui sont beaucoup plus subjectifs et qui ont trait à l'importance culturelle de l'œuvre d'art d'un point de vue d'un historien de l'art. Et ce sont les 2 critères qui, vous allez voir, sont les plus difficiles à appliquer. Le premier, c'est l'intérêt exceptionnel. Et le deuxième, c'est l'importance nationale
et quand on lit dans la loi, c'est tel que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Intérêt exceptionnel, c'est vraiment la qualité de l'œuvre. Est-ce que c'est une œuvre, au Royaume-Uni, c'est de qualité muséale? C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, c'est vraiment, ça prend une œuvre d'une grande qualité intrinsèque. Importance nationale, telle que sa perte appauvrirait, là, c'est plutôt un objectif comparatif ou un objectif, un exercice qu'on doit effectuer par rapport à la représentation de l'artiste au pays. C'est-à-dire que si vous allez voir avec Caillebotte, ça a été un argument important tout à l'heure. Caillebotte est un artiste qui est très peu représenté en Amérique du Nord parce que vous avez, il a donné beaucoup de ses toiles à la nation française. Donc, ses toiles sont à Orsay aujourd'hui au moment de sa mort. Il y a encore beaucoup de tableaux qui sont dans des collections privées. Donc, contrairement à Monet, il a beaucoup moins produit que d'autres impressionnistes comme Monet, par exemple. Donc, contrairement à Monet, qui est très bien représenté dans les collections nord-américaines et en particulier au Canada, vous aviez avec Caillebotte une seule toile qui était au Canada. Et donc, moins il est présent dans les collections publiques, moins il est présent sur le territoire, plus on va avoir tendance à considérer que ce critère d'importance nationale est rencontré. Donc, qualité intrinsèque de l'œuvre et exercice espèce de sondage artistique pour voir si effectivement s'il y a des trous dans les collections et est-ce que le public canadien finalement a accès à ces œuvres d'art, aux œuvres d'art de cet artiste ou à des biens archéologiques. Ce serait le même exercice avec un cheval tang ou avec des œuvres japonaises. Donc voilà les critères. Si donc l'expert vérificateur va évaluer et si bon on considère que l'œuvre est d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, vous n'avez pas votre permis. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous n'êtes pas empêché, c'est pas empêché de l'exporter, mais il y a une étape supplémentaire qui est l'étape de la commission des biens culturels. Qu'est-ce que la commission des biens culturels? Donc, c'est un tribunal administratif qui a été créé spécifiquement pour l'application de la LEIBC, constitué de 10 experts en biens culturels, 4 qui sont représentants des musées, 4 qui sont représentants du monde de l'art, c'est en général des marchands de l'art, des marchands d'art, et au milieu, 2 membres du public. Et là, c'est eux qui vont, et là, le débat recommence, et ça va être un débat beaucoup plus fouillé. Il va y avoir véritablement audition contradictoire, vous pouvez faire entendre des experts, bon, etc. Et à ce moment-là, la commission va émettre une décision motivée, à savoir si les critères sont d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale sont rencontrés ou non. Si on considère qu'il n'y a pas d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, vous avez votre permis, tout va bien, vous pouvez exporter. Sinon, vous n'êtes pas, si effectivement c'est une toile suffisamment importante pour rencontrer ces 2 critères, vous n'avez pas à être empêché d'exporter votre tableau. Ceci étant, il y a un délai qui est prévu dans la loi de 2 à 6 mois, bien que dans les faits, c'est presque toujours 6 mois. Et il y a un avis qui va partir dans toutes les institutions muséales qui sont inscrites, qui ont été approuvées par Patrimoine Canada, mais c'est tous les grands musées que vous connaissez. Et donc, les musées vont recevoir cet avis et vont pouvoir faire une offre sur le tableau. Et évidemment, la commission doit juger que cette offre est raisonnable. Donc, en tant que propriétaire de votre Jean-Paul, le mieux qui est d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, si personne ne fait d'offre, tout va bien, vous pouvez exporter. Par contre, si on vous fait une offre, à ce moment-là, il n'y a pas d'expropriation, mais vous avez 2 choix. Soit vous laissez accepter l'offre si elle est jugée raisonnable par la commission, ou alors vous la refusez, mais vous n'aurez pas votre permis. Donc, c'est ça le mécanisme qui a été mis en place pour conserver un certain nombre d'œuvres importantes. Et vous voyez que c'est non seulement les conserver, mais favoriser le passage de ces œuvres importantes de collectionneurs privés vers des institutions publiques où elles vont pouvoir être conservées, elles vont pouvoir être exposées, elles vont être à la disposition du public. Donc, c'est ça le système des licences d'exportation. Et par ailleurs, on a mis en place, et c'est là que vous allez voir que ça pose certaines difficultés d'application tout à l'heure, on a mis aussi en place dans la LEIBC des incitatifs fiscaux. Le sénateur Joyal, qui était député à l'époque, cite dans les débats parlementaires des années 70 l'exemple du musée Hirshhorn à Washington. Hirshhorn a fait fortune en fait dans les mines d'uranium canadiennes
avait une très grosse collection d'art contemporain à l'époque, veut la donner au Canada, mais finalement se rend compte que ce serait beaucoup plus payant de les donner aux États-Unis, non pas parce qu'on lui donne de l'argent, mais parce qu'il y a des incitatifs fiscaux très importants aux États-Unis pour faire le don, des dons caritatifs, des dons philanthropiques à des institutions muséales. Et donc, on veut encourager cette culture de la philanthropie très peu présente à l'époque au Canada, et donc on veut encourager des dons de la part de particuliers à des institutions culturelles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces deux mêmes critères, intérêt exceptionnel et importance nationale. Donc, si vous avez votre Jean-Paul Lemieux, je reprends l'exemple de tantôt, et vous voulez le donner au Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec va présenter un dossier à la commission, et s'il passe, à ce moment-là, vous allez avoir des déductions fiscales assez importantes pour ce tableau. Et vous voyez ici très rapidement Maurice Lamontagne, donc sénateur qui défend le projet de loi au Sénat en 1975, dit très clairement, les dispositions fiscales sont des dispositions très importantes donc, dans l'architecture de la LEIBC, qui encourageront fortement les particuliers qui possèdent des biens culturels d'une grande valeur, mentionnés ou non dans la nomenclature, à les vendre. En fait, ce n'est pas à les vendre, c'est à les céder dans les faits aux établissements canadiens appropriés, au lieu d'essayer de les exporter. Donc, on estime que ces dispositions fiscales ont aussi un effet dissuasif sur les exportations, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le bâton du permis d'exportation et du refus, c'est la carotte de l'incitatif fiscal qui va être employée. Je vais laisser Annick Provencher en parler plus en détail tout à l'heure, mais juste pour vous donner une idée, parce qu'évidemment, quand on parle de reçu fiscal pour des fins caritatives, on a l'idée le fait de donner 100 $ à un refuge ou 100 $ à Centraide, puis à la fin de l'année, dans le rapport d'impôt, évidemment, il ne reste pas grand-chose. Et je voulais simplement vous montrer ici à quoi ça ressemblait concrètement pour un donateur qui prend une décision. Vous avez un donateur ici qui a une œuvre d'art qui a... c'est toujours le même cas de figure, mais c'est 3 options qui s'offrent à lui. Vous avez une œuvre d'art qu'il a achetée 10 000 $, qui vaut aujourd'hui 50 000 et il veut s'en débarrasser. Son revenu est de 150. Donc, il peut le vendre sur le marché, mais il va devoir payer un gain en capital. Et donc, au final, une fois qu'on a déduit les impôts qu'il va devoir, il lui reste 34 000. Si il utilise le bon vieux reçu de charité qu'on connaît à un organisme caritatif, le problème, c'est qu'il va quand même devoir payer son gain en capital. Et donc, il va avoir une déduction fiscale, mais au final, il va lui rester un avantage, une déduction il va avoir 20 000 $ de moins d'impôts à payer à la fin de l'année. Ce que vient faire l'attestation ici, il y a quelques avantages, mais l'avantage principal, c'est que le fait de passer devant la commission vous exonère de gains en capital. Et vous voyez qu'ici, plutôt que d'avoir une réduction de votre fardeau fiscal de 20 000, vous allez avoir une réduction de votre fardeau fiscal de plus de 30 000 $. Et peu importe les chiffres, on a ici plein de scénarios, la conclusion est toujours à peu près la même, c'est que c'est un peu moins avantageux de passer par le système de la commission et le don fiscal que de le vendre sur le marché. Vous voyez ici 30 versus 34, mais c'est à tout le moins comparable. Donc, sans à droite, c'est sûr que quelqu'un va se dire, 34 versus 20, je vais le vendre. Alors que 34 versus 30, ça encourage quand même beaucoup plus la philanthropie que ce qu'on connaissait auparavant. Évidemment, ça vient avec le fait d'avoir au musée local une petite plaque qui dit don de, etc. Et puis, donc, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé au développement de la philanthropie au Canada. Donc, voilà pour le schéma d'ensemble. Il y a 5 ans, le cours se serait arrêté là. Mais là, on a des exemples. Premier exemple qui est la Tour Eiffel de Chagall. Tour Eiffel qui fait que certains d'entre vous se rappellent de cette histoire qui avait défrayé la manchette il y a quelques années. Donc, c'est un tableau qui est dans les collections du Musée national, du Musée des beaux-arts du Canada depuis plusieurs décennies, qui est une toile importante de leur collection. Et donc, on est face à une toile d'un artiste important qui est très connu et d'une toile quand même relativement importante de Chagall. Donc, cette toile, un bon matin, le musée annonce, la décision était déjà prise, qu'il y aurait une aliénation, que la toile serait vendue sur le marché international pour acquérir une toile mystère. Mais on ne dit pas laquelle.
lever de bouclier, le public, mais c'est Chagall. En plus, là, ils sont mal tombés parce que Chagall est un des noms qui est très connu par le grand public, donc ça a suscité beaucoup de réactions. Et donc, cette aliénation a provoqué deux séries de problèmes, si vous voulez, qu'on peut analyser. La première, c'est vraiment des questions plutôt déontologiques et d'éthique et de gouvernance. Est-ce que il était normal que... Est-ce que d'abord, ils ont respecté leur propre politique parce que la politique parle du devoir de transparence avec le public, etc., alors que là, on a annoncé une décision qui était déjà prise. Mais ces problèmes de gouvernance du musée, des questions éthiques, ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, donc je vais le laisser de côté. Mais il y a un sujet qui touche de près d'une conférence d'aujourd'hui, c'est qu'au moment de l'annonce, le Chagall était déjà sorti du pays. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, on l'envoie quelques mois avant, le tableau fait la tournée des grandes villes, et ça permet au public de le voir et ensuite de ça de miser lors de l'encan. Et donc, il a bien fallu, soit ils n'ont pas eu de permis, ou alors ils ont eu un permis, et pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce permis? Donc, après enquête, effectivement, un permis d'exportation permanent avait été émis, ce qui a surpris beaucoup, étant donné que de l'avis généralisé, c'est un tableau qui rencontrait largement les critères d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, et les experts du milieu ont dit oh, mais n'importe quel donateur aurait donné ça à un musée, c'est sûr qu'il aurait eu ses crédits fiscaux en échange. Or, il semble que le tableau n'est jamais passé devant la commission. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez tout à l'heure, la première étape, c'est le douanier et l'expert vérificateur. Le douanier demande à l'expert vérificateur, et l'expert vérificateur, dans ce cas-ci, avait expliqué dans son petit rapport que, je ne me rappelle plus c'était quel des deux critères, mais il y a un des deux critères d'intérêt exceptionnel ou d'importance nationale qui n'était pas rencontré par ce Chagall. Et là, vous avez un premier problème dans le fonctionnement de la loi qui est que le douanier qui émet le permis doit en envoyer une copie à la commission. Donc là, en plus, ça n'avait même pas été fait dans ce cas-ci. Mais la commission qui voit ce permis du Chagall passer ne peut pas s'auto-saisir du dossier. Je m'explique tout à l'heure, je disais, si on vous refuse un permis, vous pouvez aller à la commission. Le problème, c'est que c'est un appel asymétrique. Il n'y a pas, dans l'autre sens, si on vous donne un permis, personne, c'est pas le douanier qui va faire appel, personne est là pour demander une audition devant la commission. Donc, oui, il y a débat lorsqu'un permis est refusé, mais il n'y a pas de débat complet devant la commission lorsqu'un permis est accordé. Et en fait, la seule soupape qui avait été prévue par le mécanisme de sécurité qui avait été prévu par le législateur dans les années 70, c'est qu'on s'était dit, on pense que ça va fonctionner, mais on va donner une espèce de droit de veto au ministre responsable de la loi, qui est aujourd'hui le ministre du Patrimoine canadien, pour intervenir s'il se passe quelque chose. Or, et donc c'est devenu politique, si vous voulez, et là, vous voyez la déclaration de Patrimoine Canada à l'époque, en vertu de la loi donc, sur l'exportation et l'importation des biens culturels et des processus établis pour ce faire, il n'est pas du ressort de la ministre du Patrimoine, ni du ministre de la Sécurité publique d'intervenir dans une décision. Or, vous voyez l'article 15 de la loi, l'article peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence délivrée autrement que sur l'ordre de la commission. Et quand on lit les débats parlementaires, il est évident que cet article 15 avait été mis là justement pour des situations comme le Chagall où il y a eu quelque chose, il y a eu un problème dans l'émission des permis. Et donc, ça a donné cette caricature délicieusement méchante dans le Soleil. Donc, finalement, en fait, le Musée des Beaux-Arts à Ottawa a expliqué qu'il voulait vendre le Chagall pour acheter le David qui est à gauche. Le David c'est très rare, des David qui sont sur le marché. C'est un tableau de jeunesse de David Saint-Jérôme entendant les trompettes du jugement dernier. Et l'objectif était de ramasser un capital pour l'acheter. Or, ce David, était à Québec depuis un moment et il semblait qu'il y avait une concurrence entre des musées québécois et le musée d'Ottawa pour l'acheter. Puis là, évidemment, c'est tombé sur cette ministre en particulier, mais de manière générale, les ministres du patrimoine canadien, ce n'est jamais la priorité, le secteur des arts visuels. Et donc, cette soupape de sécurité, vous voyez qu'elle fonctionne relativement mal dans ce cas-ci, mais de manière générale, c'est probablement pas suffisant lorsqu'il y a un permis qui est émis de manière erronée. Donc, est-ce que tout est bien qui finit bien? Oui et non. D'un côté, donc Québec, le Québec a aussi un mécanisme de défense, si vous voulez, en matière d'exportation, qui est l'équivalent de la LEIBC, mais
pour le territoire québécois. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer en détail aujourd'hui, mais ils ont classé le David, donc il ne peut pas sortir du territoire et il ne pouvait donc pas être, pouvait être vendu techniquement à Ottawa, mais aucun intérêt vu qu'il ne pouvait pas sortir par la suite. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Musée de la Civilisation ont indiqué qu'ils allaient tenter d'amasser les sommes pour l'accusation. Et finalement, le Musée des Beaux-Arts du Canada finit par reculer. Vous avez un donateur qui, très généreusement, a payé la pénalité à la maison d'enchères pour éviter que... Parce que quand vous retirez un tableau à la dernière minute d'un manquant, il y a évidemment une pénalité. Et donc, cette pénalité a été payée par un donateur pour éviter que de l'argent public ne soit déboursé. Donc, peut-être qu'il y a une résolution plus ou moins heureuse selon beaucoup de commentateurs de la vente de la Tour Eiffel. Le problème, c'est que cette question de l'émission des permis n'a pas vraiment été réglée par la suite parce qu'on a toujours cette impossibilité de la commission de se saisir d'un permis qui aurait été accordé sans droit ou à tout le moins qui nécessiterait un examen plus important que celui effectué par l'expert vérificateur. Et donc, ça a donné cette caricature du directeur du musée d'Ottawa qui se fait renvoyer son Chagall par la tête. J'ai entendu les trompettes du jugement dernier, qui est évidemment référence au titre du David qu'il avait voulu acquérir et qu'il n'aura finalement pas. Donc voilà pour Chagall. Je passe à Caillebotte. Caillebotte, qui est évidemment le dossier le plus substantiel, si vous voulez, étant donné qu'il y a eu 4 décisions dans le dossier Caillebotte, l'expert vérificateur, la commission, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale. Et avant de commencer, je me dois de laver l'honneur du bon Gustave, parce que je ne vous dis pas ce qu'on a entendu sur Gustave Caillebotte quand on a décidé d'intervenir. Ah, c'est un peintre mineur, c'est un fils à papa, c'est un petit-fils de riche qui faisait de la peinture. Dans ses loisirs, c'est pas un artiste sérieux, etc. Il est vrai que Caillebotte est moins connu que Monet ou que d'autres peintres impressionnistes. Ceci étant, c'est pas du tout un peintre mineur, comme on a voulu l'affirmer à certaines reprises. Vous avez peut-être un de ses tableaux les plus célèbres à gauche, Les Raboteurs de parquet, refusé au salon officiel. Et il décide finalement d'exposer avec, à la 2e exposition du groupe de la Société anonyme des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs, qui est mieux connu sous le nom du groupe des impressionnistes. Et il est là, pas depuis le début de la première exposition, mais très rapidement, comme vous voyez, il va être un membre central du groupe impressionniste à la fin des années 1870. Et vous voyez le catalogue de la 2e exposition ici. Pissarro, Renoir, Caillebotte, Millet, Sisley, Degas, Claude Monet, Berthe Morisot. Donc, on est vraiment au cœur de ce que va constituer la révolution impressionniste. Et par ailleurs, écoutez, concrètement, je ne suis peut-être pas historien de l'art, mais il me semble que ces tableaux-là, vous avez 2 tableaux de Monet qui... en fait, j'ai pris des scènes qui représentaient la scène à Argenteuil à des fins de comparaison. Il me semble que la comparaison est loin d'être désavantageuse pour Caillebotte. Donc, vous avez ici 2 tableaux de Monet à Argenteuil. Vous avez 2 tableaux de Caillebotte à peu près au même endroit sur la scène, et par la suite, vous avez 2 tableaux de Renoir, donc tout ce beau monde, évidemment, se fréquentait, et vous voyez que c'est une qualité qui est tout à fait adéquate pour qu'il soit considéré dans nos histoires de l'art. Par ailleurs, vous avez ici un Renoir où vous avez un monsieur qui se demande s'il va rentrer ou non dans le canot habillé avec sa veste blanche. C'est nul autre que Caillebotte qui est représenté ici. Et par ailleurs, vous l'avez tous déjà vu parce que dans cette composition qui est un des tableaux les plus célèbres de Renoir, le monsieur qui est assis en colifourchon ici sur la chaise à droite avec le petit chapeau de pain, c'est très chic d'ailleurs ce petit chapeau de pain, c'est Gustave Caillebotte. Donc non seulement il a une production importante, mais il va être central à la peinture impressionniste, il va même aider à l'organisation de certaines de leurs expositions. Par ailleurs, donc, son œuvre a été largement reconsidérée ces dernières décennies. Vous voyez ici 2 expositions au Québec en 2006 ou en 2011 où le nom de Caillebotte, il n'est pas le seul sujet de l'exposition, mais vous voyez à gauche Caillebotte à Picasso, en 2006, et les frères Caillebotte en 2011. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une place non négligeable dans l'histoire de l'art. Et par ailleurs, si vous voulez redécorer soit votre salon,
ou vous voulez des rideaux de douche, vous pouvez trouver sur Internet à un prix tout à fait modique, en fait, ça m'a surpris, des rideaux taillés sur mesure à l'effigie de ces fameux iris. Donc, est-ce que les iris bleus sont une toile majeure de Caillebotte? Absolument pas, et ça n'a jamais été ce qui a été prétendu. Donc, nous sommes face à une toile secondaire, une toile mineure, mais d'un artiste qui a quand même son importance. Bon, point Caillebotte terminé. Qu'est-ce qui se passe avec les iris bleus? C'est une toile qui est au Canada depuis très longtemps. Le propriétaire veut la vendre et la vend par le biais d'une vente aux enchères organisée par la galerie Eiffel. Eiffel qui est le plus grand encanteur d'objets d'art au Canada, qui a des bureaux. Il y en a ici sur la rue Sherbrooke à Montréal, qui est un encanteur très réputé. La toile est achetée par galeriste britannique. Et donc, pour la sortir, pour être capable de lui envoyer, il faut un permis d'exportation. Donc, Eiffel demande un permis d'exportation qui lui est refusé par l'expert vérificateur qui explique que c'est une toile d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale. Et là, je vais juste vous montrer le permis. Non, pas le permis, l'avis de l'expert vérificateur. Donc, un avis d'expert vérificateur, ça tient en 3 paragraphes. C'est quelque chose d'équivalent, je ne l'ai pas vu, là, mais pour Chagall, il faut imaginer quelque chose d'équivalent qui est permis de sortir la toile du pays. À gauche, on identifie. À droite, signé Michel Jacques, qui est une conservatrice à Victoria. Elle indique effectivement qu'elle a consulté des collègues dans différents musées. Et vous avez ici son avis, qui est encore une fois un avis extrêmement sommaire. Et ici, elle conclut qu'il y a intérêt exceptionnel et importance nationale, donc pas de permis d'exportation. Donc, comme je vous disais tantôt, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Eiffel qui monte à la Commission des biens culturels où il y a une nouvelle audition. Tout ce qui est bleu, en fait, c'est ce qui est favorable à ce que Caillebotte reste au pays. Et les décisions en rouge, c'est les décisions qui sont favorables à la position de Eiffel. Donc, audition contradictoire avec experts en histoire de l'art qui viennent témoigner avec de véritables plaidoiries. Et la commission émet une décision de 13 pages, donc encore une fois qui est beaucoup plus détaillée que ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui essentiellement explique qu'il n'est pas nécessaire qu'une œuvre soit un chef-d'œuvre pour être d'intérêt exceptionnel ou d'importance nationale. Tout le monde était d'accord au moins sur le fait que ce n'était pas un chef-d'œuvre, ces iris bleus. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que la commission vient dire, là c'est un résumé de la décision, je mets les grandes lignes, ce que la commission vient dire, c'est qu'il faut faire très attention dans la définition de ces 2 critères. Parce que si on les définit de manière très très large, si tout est d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, ben, non seulement ça va évidemment favoriser les dons au musée, mais ça veut dire en sorte qu'on coupe le marché international parce qu'il va y avoir des barrières commerciales très très élevées. Si par contre on interprète ces 2 critères de manière extrêmement restrictive, il faut que ce soit un chef-d'œuvre, une toile majeure, ben à ce moment-là, tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie, non seulement va pouvoir sortir sans problème du pays, mais si vous voulez le donner à votre musée local, vous n'aurez pas d'incentive fiscal. Donc, vous voyez que la commission ici essaie de, c'est très explicite dans leur commission, essaie de trouver un certain équilibre entre une définition trop large et trop étroite des critères pour pas couper le marché international, mais pas non plus, mais quand même avoir certains incitatifs fiscaux. Et ce que la commission dit, c'est que l'œuvre n'a pas à être alliée au Canada pour être d'intérêt national, et donc il y a une justification très claire à l'effet que Caillebotte est un artiste qui est sous-représenté. Il y avait seulement un Caillebotte qui était dans une collection publique au Canada et que le public pouvait voir, ce qui est très peu. Et donc, ça a largement fait pencher la balance pour une caractérisation d'intérêt national pour cette toile de Caillebotte. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le fameux délai de 6 mois dont je vous ai parlé tantôt. Et pendant les 6 mois, en fait, il y avait 2 tableaux qui étaient en litige à ce moment-là, mais je ne vous parle pas de l'autre parce que l'autre, en fait, personne n'a fait d'offre, donc ça a réglé le problème, il a été exporté sans problème. La raison pour laquelle ça montait avec Caillebotte, c'est que pendant les 6 mois, le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, le AGO, a effectivement effectué une offre sur le Caillebotte pour le garder. Donc, comme recours, évidemment, il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel des décisions de la commission comme dans la plupart des tribunaux administratifs. Donc, Eiffel se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.
Et la Cour fédérale se range aux arguments de FL. Et là, je vous mets l'extrait important de la décision. Le sens habituel donné à l'alinéa 11.1b, c'est-à-dire intérêt national tel que le patrimoine serait gravement appauvri, sous-entend que l'objet doit avoir un lien direct avec le Canada. Donc, on interprète national comme étant véritablement un intérêt pour le corps politique canadien. Comme avoir été trouvé au Canada, avoir été fabriqué au Canada, avoir été fabriqué par une personne ayant déjà résidé au Canada, ou autrement avoir un certain lien avec l'histoire ou un thème ou un sujet canadien. Donc, tout à coup, ce que vient dire la Cour fédérale, et là, on est en révision judiciaire, donc vous savez que le standard de révision est très élevé, on vient expliquer que la commission que la décision de la commission était déraisonnable. Et on vient revirer. Et là, c'est très. Et pour nous, pour l'application de la LUBC, c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a un débat judiciaire sur ce qui est le cœur de la compétence de la commission. Il y avait déjà eu des demandes de contrôle sur des histoires procédurales, sur des questions d'évaluation, mais là, le critère d'intérêt exceptionnel d'évaluation, d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, c'est la première fois que ça se retrouve devant les tribunaux avec cette affaire Caillebotte. Donc, forcément, le Cour fédérale renvoie ça à la commission pour une nouvelle audition avec les bons critères. Et donc, tout à coup, peinture impressionniste, mais aussi un masque africain, mais aussi un vase grec, mais aussi une statue khmer, à moins vraiment de circonstances exceptionnelles où on peut démontrer un lien, ne sont plus d'importance nationale au sens de la loi, selon cette décision de la Cour fédérale. Au début, les gens se sont un peu inquiétés, et donc tout de suite, puis vous avez la décision qui va devenir rouge. J'ai pas pensé avec les élections américaines que les différentes couleurs, on a beaucoup regardé des cartes bleues et rouges dernièrement, j'aurais dû choisir autre couleur. Et donc, on monte à la Cour d'appel fédérale. Donc là, c'est le procureur général du Canada qui interjette appel devant la Cour d'appel fédérale de cette décision du juge Manson. Au début, donc comme je disais, les gens ne sont pas trop inquiétés parce que, bon, à la limite, le musée de Toronto va perdre le Caillebotte, c'est pas trop grave. Mais le problème, c'est que quelques semaines plus tard, la commission commence à envoyer des avis à tous les musées canadiens. À partir de maintenant, lorsque vous nous soumettez des dossiers en matière fiscale pour certification par la commission, vous devez justifier que les œuvres d'art que vous me soumettez remplissent le critère de l'intérêt exceptionnel et de l'importance nationale telle que définie par la Cour fédérale, c'est-à-dire présentant un lien direct avec le Canada. Ergo, votre Picasso que vous aviez chez vous et que vous voulez donner à votre musée local ne se qualifie plus pour les déductions fiscales et les certifications de la commission. Donc, la colonne de droite de tout à l'heure n'est plus disponible. Vous pouvez toujours aller chercher votre reçu de charité, mais c'est tout. Et par ailleurs, votre Picasso qui était d'intérêt national jusqu'à récemment et donc que vous ne pouviez pas exporter facilement, les portes sont désormais ouvertes à l'exportation. Donc, à la fois libéralisation du système des exportations, mais on vient fermer radicalement le robinet sur les crédits fiscaux qui sont disponibles pour les donateurs d'œuvres internationales. Et là, c'est ça que ça devient très intéressant d'un point de vue de politique publique parce que le dossier Caillebotte a été un formidable révélateur de l'ampleur qu'avait pris la philanthropie dans le monde muséal canadien depuis une quarantaine d'années et sous l'égide de la LEIBC. Quand on regarde les rapports de la commission, on se rend compte qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est la commission d'examen des exportations de biens culturels. Ça avait été créé à l'origine comme une façon d'évaluer si on devait exporter ou non des œuvres d'art. Et qu'est-ce que fait concrètement la commission de nos jours? 1, 2 à 3% de ces décisions sont en matière de permis d'exportation, de licence d'exportation. La grande majorité, ce sont des décisions en matière fiscale. L'essentiel de l'activité aujourd'hui, évidemment, c'est les mêmes critères, intérêt exceptionnel d'importance nationale, mais l'essentiel de ce que fait la commission à l'heure actuelle, ce n'est plus des questions d'exportation. C'est vraiment devenu un mécanisme d'abord et avant tout fiscal. D'où la présence d'Annick Provencher avec nous aujourd'hui. Et pour vous donner quelques chiffres, vous voyez ici, et ça c'est tiré, je n'ai pas tous les rapports parce qu'ils sont des fois un peu difficiles à trouver, mais vous voyez que depuis l'an 2000,
vous avez par année une moyenne de 160 millions de valeurs d'œuvres d'art qui rentrent dans le patrimoine des musées canadiens par le biais de la Commission des biens culturels. Évidemment, il y a des années où c'est très élevé parce qu'il suffit qu'il y ait, par exemple, le Rubens à Toronto, du Massacre des Innocents qui vaut 200 millions, puis évidemment, ça fait exploser la valeur. Et le petit ici, là, il faudrait vérifier exactement quelle réunion ça comporte, mais c'est l'année du dossier Caillebotte. Donc, aucune œuvre d'art internationale et aucun bien culturel international. Il y a eu, vous voyez ici, une descente très nette de ce qui a été accordé par la Commission. Plus important peut-être, ce que le dossier a fait réaliser, là, ça c'est toutes des données qui sont tirées de l'intervention. Là, je vous donne juste le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bon, on est à Montréal, mais c'est à peu près le même portrait partout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a compartimentalisé les acquisitions, ou en fait les œuvres d'art qui étaient rentrées dans le patrimoine du Musée des Beaux-Arts pendant 4 ans, selon la manière dont elles avaient été acquises. Les musées ont très, très peu d'argent propre pour faire des acquisitions. Pas propre dans le sens de verser de salle, mais propre dans le sens qui leur appartient. Et ce sont leurs décisions directes des conservateurs pour acquérir des œuvres d'art. Vous voyez ici, acquisition par achat. Sur 4 ans, on a à peu près, bon an, mal an, 1 million par année. Ça donne 5,3 millions sur 4 ans d'acquisition avec les fonds du musée. Pendant la même période, vous avez à peu près l'équivalent de dons sans attestation, c'est-à-dire, vous voyez beaucoup d'œuvres ici, donc c'est des dons mineurs, d'œuvres qui ne pouvaient pas se qualifier d'intérêt exceptionnel ou d'importance nationale. Et pendant cette même période, vous avez les dons avec attestation. Œuvres canadiennes, 13,3 millions. Œuvres internationales, 70. Il est évident que le budget d'acquisition du Musée des Beaux-Arts de Montréal, et c'était la même chose partout, qui est ici, n'était pas suffisant pour compenser le fait que les crédits fiscaux n'étaient plus octroyés pour les œuvres d'art internationales ici. Donc, l'effet concret sur les musées était très direct. Ça voulait dire que, et puis ça a été le cas partout, les comités d'acquisition internationaux ont été annulés, il y a eu une chute immédiate des dons, les dossiers qui devaient passer devant la commission, tout a été suspendu. C'était l'écroulement des dons d'œuvres d'art internationales dans les musées canadiens. Évidemment, ça n'affectait pas tout le monde parce que certains musées n'ont pas nécessairement de mandat d'acquisition d'œuvres d'art internationales ou de biens culturels internationaux. Par exemple, le Musée des Plaines à Québec a un mandat d'art québécois. Mais il y a énormément de musées dans l'écosystème canadien qui étaient affectés. Concrètement, je vais vous donner simplement quelques exemples. Vous avez ici des œuvres qui ont été acquises grâce à ce mécanisme. Picasso à gauche, Tête de mousquetaire ou Cardinal de Richelieu, Musée des Beaux-Arts de Montréal, une très grosse collection de photographies à Vancouver à droite, une photographie assez célèbre, mais c'est un fond extrêmement important. À gauche, un Bernin à Toronto, Corpus. Robert Rauschenberg au milieu au MAC à Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, un Miro à droite au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à gauche toujours la collection de Vancouver, à droite une œuvre du Moyen-Âge tardif à Toronto, et au milieu, vous avez un traité de médecine. En fait, il y a toute une collection d'ouvrages de médecine de la Renaissance qui avait été donnée à l'Université de Toronto, à une bibliothèque de livres rares de l'Université de Toronto. Et il faut bien sûr se rappeler que là, je parle beaucoup d'œuvres d'art et de musées, mais les universités sont directement affectées aussi parce que les universités n'ont pas nécessairement beaucoup plus d'argent pour acquérir des livres rares et c'est souvent par des dons que ces œuvres, que ces livres, que ces fonds d'archives vont rentrer dans les collections des différentes universités canadiennes. Donc, effet très important pour les musées, mais effet non négligeable aussi pour les bibliothèques universitaires. Et par ailleurs, je rappelle que le Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y avait eu cette grande expansion du Pavillon pour la paix, on est allé chercher de l'argent pour cette expansion parce que il y avait eu ce grand don Ornstein, de la famille Ornstein, de toiles essentiellement du XVIIe siècle néerlandais. Donc, c'est vraiment un moteur de développement et d'expansion des musées. Et vous voyez à quel point ces dispositions de philanthropie qui, à l'origine, étaient, on va donner des incitatifs fiscaux, sont devenus omniprésents dans la manière dont l'écosystème des musées canadiens fonctionne.
Donc, Catherine Lalonde, dans Le Devoir, écrit: pour la première fois depuis sa création il y a 41 ans, la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels est fondamentalement secouée comme une onde sismique. Cette redéfinition a des conséquences sur tout l'écosystème des musées canadiens et de leurs donateurs. Catherine Lalonde qui a remarquablement bien couvert à la fois le dossier Chagall et le dossier Caillebotte. Donc, la fameuse intervention vient de là. Le problème, c'est que la décision de la commission, vous vous rappelez, voulait trouver un équilibre. Le juge Manson, devant la Cour fédérale, on ne parle à aucun moment, et ça n'a jamais été plaidé devant lui, qu'il y aurait des impacts fiscaux sur les musées. Ni le procureur général du Canada, ni Eiffel n'avaient plaidé ces questions-là. Et donc, on est en train de redéfinir la politique culturelle du pays, alors que les musées, qui évidemment ont ces œuvres pour le public, n'ont jamais été entendus. Donc, l'objectif de l'intervention était évidemment de faire valoir le point de vue des musées. Et là, je me dois de rendre hommage aux deux personnes qui ont permis à cette intervention d'avoir lieu. D'abord, Nathalie Bondil, qui a mobilisé en un temps extraordinaire, un temps exceptionnel. Ça a pris quelques heures et ses collègues des autres musées étaient d'accord pour intervenir. Donc, c'est vraiment l'initiatrice du Front commun et c'est le Musée des Beaux-Arts de Montréal et Nathalie Bondil. Et par la suite, Moira McCaffrey, qui est la directrice de l'Association des directeurs de musées d'art canadiens. Donc, c'est l'ancienne directrice ici à Mécorne, sur la rue Sherbrooke à Montréal. Elle est à Ottawa maintenant. Et elle a permis à toute cette machine de fonctionner en un temps très, très restreint, parce qu'en fait, on avait seulement quelques semaines pour intervenir. Au moment où on a pris la décision d'intervenir, les parties étaient déjà entendues avec la Cour pour un appel accéléré. Et donc, quand vous intervenez, vous ne pouvez pas retarder le processus. Donc, toutes les données, là, les 600 pages de dossier d'intervention, il a fallu les sortir très, très rapidement et ça demandait vraiment une mobilisation d'énormément de personnes dans les différents musées pour être capable de sortir ces données, de démontrer l'effet concret que ça pouvait avoir. Je remercie également Daniel Drapeau qui a participé à l'intervention sur les aspects plus procéduraux de la Cour d'appel fédérale. Donc, requête en intervention qui est acceptée, débat à Ottawa, donc avec Eiffel, avec le procureur général du Canada et donc les musées qui étaient d'accord avec le PG, mais pour d'autres raisons. Et la Cour d'appel fédérale finit par renverser, casser la décision, en fait, accepter l'appel et de casser la décision de la Cour fédérale et donc juger que la décision originale de la commission était raisonnable. Vous voyez ici les termes, et là, c'est une question évidemment dans un langage de droit administratif. Les termes clés de cette disposition, importance nationale, patrimoine national, ne sont pas définis dans la loi. Bon, ça, on le savait. De prime abord, le libellé de la disposition ne contraint pas la commission à examiner certains facteurs et traduit au contraire une multitude d'options. Donc là, on est véritablement dans le langage de droit administratif. Vous avez un décideur administratif compétent dans sa loi constitutive. Il est évident qu'il faut déférer à son interprétation. Et ça, on le sentait pendant l'audition. Les juges sont revenus 2 ou 3 fois avec Eiffel. Ils ont demandé pourquoi est-ce qu'un juge ou que 3 juges éventuellement en appel seraient mieux placés que 10 experts en histoire de l'art pour définir ce qu'est l'importance d'un tableau pour la culture canadienne et pour les musées canadiens et pour, de manière plus générale, pour ce à quoi le public devrait avoir accès. On a senti que ça les a... évidemment, ça a été un facteur important dans la décision, là, d'après ce qu'on a pu voir pendant l'audition. Donc, la disposition comprend des qualificatifs larges, gravement, tels que, qui relèvent de l'intention même du législateur d'accorder à la commission un champ d'action vaste lorsqu'il s'agit d'évaluer un objet et de déterminer s'il revêt une importance nationale. Et donc, il s'ensuit, puis la conclusion, la Cour fédérale était tenue de déférer à la commission qui est la mieux placée pour proposer une interprétation qui respecte son mandat législatif. La commission jouit d'un privilège en matière d'interprétation de sa loi constitutive. Concernant les incitatifs fiscaux, la Cour d'appel fédérale va venir dire ici au paragraphe 57, les incitatifs encouragent les propriétaires à faire don de leurs biens culturels d'importance nationale ou à les vendre et à des établissements désignés, ce qui empêche la ghettoisation culturelle de nombre d'établissements canadiens, en leur permettant d'acheter des œuvres d'art en vue de préserver le patrimoine culturel au profit des générations à venir. Les incitatifs fiscaux jouent donc un rôle crucial dans l'application du régime global
La commission était sensible quand elle a rendu sa décision. Et par la suite, donc, devient bleu. Et par la suite, donc, Eiffel a décidé de ne pas faire d'appel à la Cour suprême. Et pour la petite histoire, le tableau a finalement été acheté par le Musée des beaux-arts de l'Ontario. Et donc, lorsque vous irez à Toronto, vous pourrez voir ces fameux iris bleus sur les cimaises de Leggio. Très rapidement, on pourrait croire que tout va bien, que tout est bien, qui finit bien. La raison pour laquelle je voulais absolument vous donner l'exemple du cœur, c'est que c'est une piqûre de rappel du dossier Chagall. On pourrait croire que bon, l'intervention a été acceptée, du point de vue des musées, tout va bien. Les journalistes du Globe and Mail, un bon matin, sortent un article qui explique que ce tableau d'Emily Carr, donc Emily Carr qui est une artiste très importante, c'est peut-être la première grande artiste féminin du monde de l'art canadien. Ce tableau, donc, qui est en plus une très belle toile, une de ces belles toiles qui est venue sur le marché dans les dernières décennies, est en vente aux États-Unis. Sotheby's dit c'est a rare monumental masterpiece. Évidemment, ils veulent vendre, mais c'est loin d'être faux. Et donc, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'il s'est ramassé aux États-Unis alors que la provenance indiquait que c'est un collectionneur canadien? Après enquête, même chose que Chagall, vous avez un expert vérificateur, conservateur à Toronto, qui a expliqué que ça ne valait pas la peine de retenir ce tableau au Canada. Et donc, sur le papier, le système a été en quelque sorte gardé dans son intégrité. Mais vous voyez ici que il y a un problème dans la manière dont les critères sont appliqués. Vous avez une œuvre importante d'un artiste important à gauche, le Chagall. Vous avez une œuvre importante d'une artiste très importante au Canada, le Carr à droite. Et vous avez une œuvre mineure de Caillebotte, artiste malgré tout important, je maintiens, au milieu. Or, le seul tableau qui a été retenu au Canada par le système d'importation est le tableau du milieu. Et là, vous voyez qu'il y a une incohérence très importante dans la manière dont les critères sont appliqués concrètement par les experts vérificateurs. Et encore une fois, il n'y a eu aucun jugement de la commission, ni sur celui de gauche, ni sur celui de droite. J'en viens au bilan et je vais laisser Annick Provencher prendre le relais par la suite. Donc, quelles sont les grandes conclusions là, des 40 ans d'application de la loi sur les biens culturels? Oui, c'est pas comme Dumas 20 ans après, nous, c'est 40 ans après. Donc, une évolution incontournable, c'est évidemment que le mécanisme fiscal est devenu en quelque sorte le mécanisme de contrôle des exportations. On dit souvent qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin de contrôle d'exportation parce que, finalement, les propriétaires d'œuvres aux États-Unis ont tous les incitatifs nécessaires pour garder et donner aux musées locaux aux États-Unis. Et donc, le mécanisme d'exportation aux États-Unis, qui fonctionne peut-être beaucoup mieux que tous les problèmes administratifs dans certains pays, ce sont les incitatifs fiscaux. Et là, vous voyez qu'il y a un glissement de la politique canadienne vers ce modèle beaucoup plus libéral, beaucoup plus pro-philanthrope depuis une quarantaine d'années. Et c'est ce que l'intervention a démontré, à quel point les musées étaient rendus dépendants. Ils n'ont pas d'argent propre pour leur acquisition, ils sont rendus dépendants de ces dons. Et évidemment, on peut penser que c'est une bonne chose, mais de toute évidence, quand on lit dans le détail les débats législatifs dans les années 70, ce n'était absolument pas l'intention du législateur de créer un mécanisme fiscal qui était aussi important par rapport au système de licence d'exportation. Élément positif, évidemment, l'indépendance de la commission a été réaffirmée. Ça aussi, c'est très clair dans les débats. Les parlementaires à l'époque disaient que ça ne devrait pas être une décision politique, ça ne devrait pas être une décision judiciaire, ça devrait être une décision qui est fondamentalement prise par des experts qui connaissent le monde de l'art. Et là, vous voyez qu'effectivement, l'indépendance de la commission a été réaffirmée par la Cour d'appel fédérale et ça va prendre vraiment une décision très déraisonnable pour qu'on puisse intervenir face à une de ces déterminations dans les prochaines années. Par ailleurs, il est évident que la LUBC a permis
aux musées d'enrichir significativement leur collection dans les dernières décennies. Et peut-être une bonne surprise, j'en parlais avec Annick Provencher tout à l'heure, une bonne surprise de l'intervention, c'est que finalement, le public et les spécialistes ont très bien réagi parce qu'on se rendrait bien compte que c'est mon musée local qui va être affecté. Et donc, il n'y a pas eu véritablement de campagne, si vous voulez, de contre l'octroi de ces dons fiscaux. Et ça a plutôt été une bonne chose pour le monde muséal. On a vu à quel point les citoyens étaient attachés à leur musée, parce qu'ultimement, évidemment, ce n'est pas les musées qui les gardent pour eux, c'est parce qu'ils les exposent au public. Élément plus négatif, je termine là-dessus, ou plus problématique. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais un bilan extrêmement ténu en matière de contrôle d'importation. Si on veut empêcher qu'il y ait des pillages archéologiques, des destructions de sites archéologiques, la meilleure chose qu'on peut faire, ce serait de contrôler adéquatement nos frontières et empêcher que le marché noir, que des objets issus de pillages archéologiques rentrent sur le territoire canadien et soient blanchis ici. Deuxième point, c'est la procédure d'émission de permis d'exportation qui aurait besoin d'être révisée de fond en comble. À l'origine, c'était supposé être fantastique parce que décentralisé. On avait des experts vérificateurs partout au pays. On ne créait pas de trucs centralisés à Ottawa pour gérer les permis d'exportation. Mais le problème, c'est que vous voyez que l'application est extrêmement aléatoire. Et en plus, le problème, c'est que pas nécessairement la faute des experts vérificateurs. Les décisions de la commission ne sont pas publiques. La commission pourrait tout à fait publier ses décisions, au moins celles en matière de permis d'exportation, pour dire voici ce qui est d'intérêt national, voici ce qui ne l'est pas. Et il y aurait une jurisprudence, si vous voulez, auquel les experts vérificateurs pourraient se référer, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et évidemment, idéalement, mais là, ça demanderait une réforme législative, il faudrait que la commission puisse s'auto-saisir évidemment, pas que ça prenne 2 ans, mais qu'au moment où le permis est émis par le douanier, peut-être qu'on pourrait imaginer une période de 2-3 semaines où la commission voit passer les permis et dans des circonstances exceptionnelles comme le Chagall, s'auto-saisit et peut-être qu'effectivement, il va y avoir un permis d'exportation émis, mais à tout le moins qu'il y ait une audition contradictoire sur le sujet. Ensuite de ça, troisième point, tous les musées ne sont pas égaux devant la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça prend des ressources pour déposer un dossier devant la commission et des plus petits musées disent, oui, peut-être qu'on aimerait bien avoir plus de dons, mais on n'a pas les ressources nécessaires. La Fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal, ils sont une quinzaine. Ils gèrent des dons de manière récurrente, ils montent des dossiers, mais ça prend des ressources pour le faire. Et les musées régionaux, souvent, ont plus de difficultés à avoir les ressources nécessaires pour obtenir ces dons. Donc, il y a un coût pour les institutions. C'est normal que ce soit les institutions qui le fassent. On ne va pas demander aux particuliers d'écrire un dossier en histoire de l'art, mais c'est sûr que c'est les grosses institutions dans une situation comme celle-ci qui tirent leur épingle du jeu. Et finalement, évidemment, la lente privatisation des institutions publiques. De plus en plus, les dons remplacent les budgets d'acquisition. Donc, ce ne sont plus les conservateurs qui décident seuls de « Oh, j'ai un trou dans ma collection, il faut le remplir ». Il faut faire avec ce que vos donateurs peuvent vous donner. Et évidemment, ça pose un ensemble de questions éthiques et de gouvernance concernant les liens entre les musées et les donateurs auxquels on n'a pas encore suffisamment réfléchi à l'heure actuelle. Donc voilà, je termine sur un petit générique pour remercier le brave Gustave Caillebotte et montrer quelques-uns de ses tableaux avec les noms adéquats d'avoir illustré la présentation. Et je cède la parole à Annick Provencher pour détailler les questions fiscales. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Annick, c'est parfait. Désolée, j'ai eu un petit moment où tout a gelé sur mon ordinateur. Donc, laissez-moi, je vais juste aller chercher ma présentation PowerPoint ici. Et voilà. Bon, ça ne semble pas vouloir démarrer. Tout semble gelé. Je vais vous parler comme ça. Je ne vois plus rien, je ne vous vois plus, j'ai plus accès à rien. Mais l'important, c'est que vous m'entendez. On t'entend. On t'entend. C'est ce qui compte. Je ne touche plus à rien. Tout d'abord, je remercie François pour sa présentation.
nous a fait vraiment le tour de la question, de la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels, qui est quand même relativement une loi qui est méconnue encore auprès des juristes. Donc, c'était vraiment intéressant de voir l'implication, puis de voir peut-être les problèmes d'application, parce que c'est surtout les problèmes d'application qui sont en lien avec ça. Mais je leur remercie aussi d'avoir fait le lien avec la fiscalité parce qu'on a tous tendance à voir la loi de l'impôt sur le revenu comme étant un outil de perception des revenus, donc des fonds publics pour le gouvernement. Mais il y a tout un aspect de la loi de l'impôt sur le revenu, que ce soit la loi fédérale ou la loi sur les impôts, la loi provinciale, qui concerne davantage ce qu'on appelle des dépenses fiscales, donc des mesures qui sont souvent décrites comme étant des subventions indirectes. Donc, des façons de redistribuer les fonds par la loi fiscale elle-même. Et cette redistribution-là se fait aussi en culture et se fait aussi de façon assez importante en culture. Donc, le lien entre la loi et la politique fiscale, donc la loi de l'impôt sur le revenu qui vient renforcer la politique fiscale de la loi sur les importations et exportations de biens culturels est vraiment très présente. On va s'entendre, la loi de l'impôt sur le revenu est loin d'être un exemple de poésie ou d'être facilement associé à tout ce qui est le domaine artistique, mais comme l'a très, très bien exposé, attendez, je pense que là, ça débloque, comme l'a très, très bien exposé François, je pense que là, vous avez accès à mon écran. Oui. Il y a des liens très forts entre les lois fiscales et le financement de la culture. Et de plus en plus, on se rend compte, comme François le mentionnait, que les organismes culturels, que ce soit les musées, mais que ce soit aussi les organismes musicaux ou qui sortent aussi du contexte des musées, de plus en plus, on se rend compte que les dons ou la philanthropie jouent un rôle particulièrement important dans le financement des organismes culturels. Et donc, cette philanthropie-là est largement, on va le voir, appuyée ou supportée par des incitatifs fiscaux qui sont quand même importants. Par contre, de la même façon où il règne cette espèce de question d'opacité du côté des publications, des décisions de la commission là, qui ne sont pas publiées, par exemple, il est difficile d'obtenir de l'information relativement au financement des organismes culturels par les voies des subventions indirectes offertes dans les lois fiscales. Donc, il règne quand même une certaine opacité aussi du côté de la loi de l'impôt sur le revenu qui nous permet difficilement d'évaluer comment les mesures qui sont là pour appuyer le secteur de la culture sont efficaces ou comment ils servent bien ou mal la culture au Canada. Donc, pour ma présentation, tout est encore gelé. Pour ma présentation, je vais m'attarder au financement des organismes culturels, aux mesures qui sont offertes, les mesures principales, parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas toutes les voir dans le cadre de la présentation, mais aux mesures fiscales qui existent, aux politiques fiscales qui sont derrière ces mesures et comment les critiques ou l'analyse qu'on doit faire ou l'introspection qui doit être faite tant au niveau de l'IBC que de la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, l'introspection qu'on doit faire sur est-ce que le mécanisme qui est en place actuellement sert bien les intérêts de tout le monde, tant du gouvernement que des organisations culturelles. Les organismes culturels au Canada sont financés, c'est des vieilles données, comme je vous dis, c'est difficile d'avoir de l'information, mais on parle d'autour de 35 % qui viendraient des revenus autonomes des organismes. C'est à Montréal, mes données concernent Montréal. 45 % viendraient des subventions directes du secteur public. Et on parle de 20 à 25 % du financement des organismes culturels qui viendraient, et c'est une moyenne montréalaise, mais qui viendraient de la philanthropie, donc du secteur privé, soit par des dons qui sont faits par des individus ou des sociétés ou des commandites qui sont faites dans le cadre d'événements ou de séries de concerts, par exemple. Moi, je suis plus du milieu artistique musical que des arts visuels, contrairement à François. Donc,
Donc ça nous démontre quand même l'importance que peut jouer la fiscalité quand vient le temps de penser au financement de ces organismes. C'est sûr que plus un organisme est gros, plus il va compter sur les dons privés, puis plus un organisme est petit, moins il va pouvoir aller solliciter ces dons privés-là parce qu'il n'y aura pas la machine derrière pour faire des levées de fonds, pour aller chercher des dons, pour rappeler les donateurs à tous les 6 mois. Donc, il y a une question de machine aussi qui va faire en sorte que certains organismes vont définitivement profiter davantage de certains types de dons que d'autres. Une des mesures fiscales, on l'a vu avec François tout à l'heure et ça a été évoqué aussi dans l'affaire Eiffel, c'est le don de biens culturels qui est une mesure fiscale quand même importante, surtout sur laquelle comptent surtout les musées, qui permet tout d'abord d'exempter le gain en capital sur un don qui serait fait à un organisme culturel qui serait visé par la loi. Donc, on parle des musées ou des organismes qui œuvrent dans le domaine culturel. Le gain en capital, donc quand on fait un don d'une œuvre d'art, le gain en capital provient du fait que quand on donne un bien, on est réputé l'avoir donné à la juste valeur marchande, donc à sa valeur au moment du don, donc à sa valeur sur le marché. Et donc, le gain en capital se calcule sur la valeur du marché moins le prix qu'on a payé et ça crée un gain en capital qui est imposable à 50 % dans la loi de l'impôt sur le revenu. Quand on donne un bien qui est un bien qui a un intérêt exceptionnel et une importance nationale en vertu de la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels, on se retrouve avec l'exemption de ce gain en capital-là, qui est quand même un avantage fiscal important. La loi a été modifiée suite à l'arrêt Eiffel. On n'a pas attendu, le législateur fiscal n'a pas attendu qu'on attende la décision de la Cour d'appel pour renverser la décision de la Cour fédérale. Immédiatement après à la décision défavorable de la Cour fédérale, le législateur a amendé la loi de l'impôt sur le revenu pour enlever le critère d'importance nationale. Donc, à partir du 19 mars 2019, il n'était plus nécessaire que l'œuvre qui a été donnée à une institution muséale remplisse le critère d'intérêt national, seulement celui d'importance nationale, seulement celui d'intérêt exceptionnel. On voulait éviter de cette façon-là d'obliger les gens qui donnent des biens à des musées que l'œuvre ait un rattachement nécessairement au Canada ou au territoire géographique, là, comme le mentionnait la décision de la Cour fédérale. Donc, on a enlevé ce critère-là. Puis, on a enlevé ce critère-là aussi pour le don, le crédit pour don, qui vient aussi avec ça. Donc, quand on donne non seulement une œuvre à une institution muséale qui est un bien culturel attesté, il vient l'exemption du gain en capital, mais il vient aussi le crédit d'impôt pour don, qui est très avantageux, là, qui correspond à 15 % du premier 200 $ de don et 29 % ou 33 % dépendamment de nos revenus, de l'excédent de 200 $. Donc, ça fait, comme vous l'avez vu dans les calculs de François, ça fait quand même un montant qui est important. Ce crédit-là est reportable 5 ans, donc on peut l'utiliser quand c'est plus avantageux. Le crédit fonctionne aussi pour tous les dons, même s'ils ne sont pas des dons d'œuvres culturelles. Donc, un don à un organisme de bienfaisance enregistré va donner droit au même crédit d'impôt de 15 % sur le premier 200 $ et 29 % sur l'excédent. Et ces mesures-là et d'autres mesures, par exemple, au provincial, on peut déduire totalement les coûts d'abonnement à des événements culturels. Et il y a plein d'autres choses, d'amortissement de biens, mais toutes ces mesures-là sont, en fait, les organismes culturels comptent beaucoup sur ces mesures-là pour encourager la consommation d'art, mais aussi les dons, et surtout, je pense, les dons de charité. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la politique fiscale derrière ça? On sait très bien que la politique fiscale derrière la notion de donner une œuvre qui est un bien culturel à attester, c'est de garder des œuvres qui ont un intérêt exceptionnel sur le territoire canadien et ça vient juste renforcer, en fait, la politique derrière la LEIBC. Par contre, tout ce qui est philanthropie ou tout ce qui est crédit d'impôt pour don de bienfaisance dans la loi va beaucoup plus loin que juste cette mesure, cette politique fiscale-là très précise. On veut viser aussi à encourager
les dons, mais surtout, ont aussi une subvention indirecte qu'offre le gouvernement par l'intermédiaire des lois fiscales aux organismes culturels, entre autres. Donc, c'est vraiment une subvention qui est offerte par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial par l'intermédiaire de retours fiscaux ou d'incitatifs fiscaux aux organismes culturels. Par contre, cette façon de financer les organismes culturels, qui est très importante, qui n'est pas négligeable, je ne suis pas en train de plaider pour l'abolition de ces mesures-là du tout, mais il y a toute une question qui se pose derrière leur efficacité, mais aussi l'impact que peuvent avoir concrètement ces mesures-là. Est-ce que les mesures sont efficaces? On ne sait pas, en fait, l'impact, on ne connaît pas l'impact des mesures sur les dons aux organismes culturels. On n'est pas capable de déterminer si on annulait complètement les mesures fiscales dans la loi de l'impôt sur le revenu. Est-ce que ça aurait un impact concret ou réel ou important même sur les dons et sur le financement des musées? Est-ce que si, plutôt que d'offrir, on parle de à peu près 300 millions de retours fiscaux, donc de pertes de revenus fiscaux pour les gouvernements en matière culturelle par les mesures indirectes dans les lois fiscales. Donc, ce 300 millions-là, si plutôt que de le donner par subvention indirecte, est-ce que ce serait plus efficace ou est-ce les dons continueraient, même si on n'avait pas les mesures fiscales, puis qu'on pourrait réinvestir plutôt cette somme-là directement par des subventions plus directes et plus ciblées à certains organismes? Est-ce que ce serait faisable? Est-ce que ce serait plus avantageux pour tout le monde? La recherche n'est pas encore capable de répondre à cette question-là. Pour l'instant, les recherches que j'ai lues semblent pointer dans les deux directions. On semble dire que oui, c'est très important, les mesures fiscales sur la philanthropie, alors que d'autres études établissent totalement le contraire. Donc, il y aurait d'autres critères qui viendraient influencer si on a envie de donner ou pas, dont la culture, dont le fait qu'on s'appuie beaucoup sur le secteur public ou qu'on voit ça comme étant un rôle du secteur public de financer les organismes culturels. Donc, on a de la difficulté à connaître vraiment l'impact des mesures fiscales, puis à savoir si elles remplissent les objectifs de politique fiscale qui sont derrière. On sait aussi qu'il y a certaines personnes qui sont plus généralement des donateurs qui représentent une partie de la population ou une démographie particulière. Et cette personne-là se retrouve finalement à décider, ce groupe de personnes-là se retrouve à décider plus particulièrement comment vont être investis les fonds publics. Donc, le gouvernement perd le contrôle sur où sont investis ces 300 millions de dollars-là. Est-ce qu'ils vont aller vers tel type d'art ou tel type d'art? Donc, c'est une question qui reste encore problématique parce que, ou qui peut être aussi considérée comme une bonne chose parce qu'il y a quelque chose de très démocratique dans le fait de décider où vont les fonds publics, mais en même temps, quand on sait que c'est lié à des gens à plus haut revenu, par exemple, il y a quelque chose de la démocratie qui se perd dans l'allocation des fonds publics. Donc, c'est difficile d'évaluer où vont les fonds, à qui vont les fonds, qui en profite, mais aussi, il y a une question d'un peu de liberté artistique. Donc, est-ce que certains organismes plus mainstream vont bénéficier davantage des dons que d'autres organismes plus émergents ou dans des domaines artistiques qui sont moins bien reconnus ou moins prestigieux aux yeux de certains donateurs? Donc, est-ce que ceux-là ne perdent pas un petit peu au change dans ce type de mesures-là? Il y a aussi donc toute la question d'opacité, de reddition de comptes. On n'est pas capable vraiment de voir combien exactement ça coûte au gouvernement, où vont les montants. Donc, c'est très difficile de séparer les dons qui vont aux organismes culturels versus les dons qui vont à d'autres sortes d'organismes. Et donc, dans ce contexte-là, c'est difficile d'analyser si les politiques fiscales rencontrent les objectifs de politique fiscale, s'ils sont efficaces et s'ils peuvent présenter peut-être ou intégrer certaines inégalités là, dans la redistribution de ces sommes-là. Il y a aussi toute la question de liberté artistique qui est souvent mentionnée dans la littérature parce que
souvent, les dons peuvent venir avec certaines obligations, on parle avec conditions ou strings attached. Donc, il y a aussi cette question-là. Donc, est-ce que le fait que les dons puissent venir avec certaines obligations pour les musées ou même pour des acteurs du milieu artistique qui fait en sorte qu'ils se sentent obligés de répondre à certaines demandes du milieu philanthropique, ne peut pas divertir, en fait, l'artiste de sa création. Il y a aussi la question de la diversité culturelle. Donc, c'est certain que si les dons vont à certains organismes plutôt qu'à d'autres, est-ce que ces dons-là peuvent contribuer à l'émergence ou nuire à l'émergence de certains artistes qui ne se positionnent pas dans le mainstream. Donc, il y a tout ça qui se pose. Mais surtout, et je pense que là, les organismes, et je vais conclure là-dessus, les organismes culturels le vivent actuellement très fortement, c'est que les dons, donc le financement par don, même s'il représente 20 à 25 du financement des organismes, reste sujet aux aléas de l'économie, de pandémies comme celle qu'on vit actuellement, qui va sûrement avoir un impact sur le financement de plusieurs organismes culturels. Et donc, les subventions indirectes par la loi de l'impôt sur le revenu contribuent un petit peu à cette incertitude du financement des organismes culturels. Mais, et je conclus, il reste que les mesures fiscales jouent un rôle vraiment important et la philanthropie joue un rôle vraiment important dans la survie, mais aussi dans le foisonnement de notre culture canadienne et en demeure pas moins important, mais je pense qu'il faut être capable aussi de regarder l'ensemble des données et de se questionner sur est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des mesures qui sont à la fois généreuses, mais plus efficaces et peut-être qu'elles le seront, si on fait cette analyse factuelle-là, peut-être qu'elles seront très efficaces et qu'elles permettront d'atteindre des objectifs de politique fiscale, mais au moins d'être capable de faire cet exercice de déterminer est-ce qu'elles sont vraiment aussi efficaces qu'on le voudrait. Donc, je pense que Laurence, elle voulait faire une petite... Merci beaucoup, Annick. Donc, merci beaucoup à tous les deux. On a vraiment vu l'importance, quelque part philanthropique, qui nourrit nos musées et notre culture au travers de ces trois affaires. J'ai envoyé par clavardage le mot de passe pour les attestations. Donc, normalement, votre lien est décadenassé afin que vous puissiez porter votre présence sur votre compte Lara. François, peut-être, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées. François et Annick, accepteriez-vous d'y répondre au fur et à mesure? Je pense qu'il y en a un petit depuis... Ah oui, effectivement. Il y en a plusieurs. François, je te laisse... On est un peu en retard, mais un autre avantage du Zoom, c'est que il n'y a personne qui attend derrière pour prendre possession du lieu. Donc, il y a encore plus de 60 personnes inscrites. Donc, je pense qu'il y avait des belles questions. Je ne sais pas si tu as accès ou si tu veux que je les lise, François, mais... Oui, j'ai accès. Je vais aller assez rapidement. Là, je ne veux pas abuser de la pause lunch de vos employeurs respectifs. Je vois Katia Bertrand, comment suggérez-vous l'amélioration du contrôle des importations? En fait, le problème des importations, c'est qu'on contrôle très, très mal. Donc, c'est vrai qu'actuellement, le modèle américain, en fait, c'est pas un modèle, c'est qu'il faut empêcher l'importation de ce qui est exporté illégalement du pays d'origine. Aux États-Unis, on prend les choses beaucoup plus au sérieux qu'à une époque, parce qu'on s'est rendu compte depuis les années 2000 qu'il y a beaucoup d'organisations terroristes qui se subventionnaient en partie avec la vente de biens archéologiques volés. État islamique, Al-Qaïda, etc. Et donc, il y a un des terroristes du 11 septembre, en fait, qui a réussi à subventionner sa mission en partie en vendant des biens archéologiques. Donc là, le problème, c'est qu'on a mis en place des contrôles, mais c'est plutôt des contrôles qui sont liés à une politique antiterroriste que véritablement une volonté d'endiguer le marché international des biens culturels. Évidemment, c'est très dangereux parce que, bon, peut-être ça fonctionne à l'heure actuelle, mais si la menace
terroristes baisse, on peut estimer qu'avec ce raisonnement, on va aussi rabaisser les contrôles aux douanes. Donc, actuellement, ils sont assez efficaces. Évidemment, ce qu'il faudrait, ce soit de véritables contrôles. Donc, des policiers en art, par exemple, au pays, il y en a très, très peu. Il y avait Alain Lacourcière, il y a une petite brigade à la SQ, mais c'est rarissime. Les agents spécialement qui ont un entraînement spécial pour ces questions-là, en Italie, il y en a, en France, il y en a. Ici, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc, c'est vraiment une question de moyens d'abord et avant tout, qui n'a jamais été véritablement été disponible pour tenter de bien contrôler les importations. En lien avec le dossier Caillebotte, peut-être que je m'excuse si je me suis mal exprimé. L'intérêt exceptionnel et l'importance nationale, donc il faut que les deux critères soient présents pour qu'il y ait soit absence de permis d'exportation et donc les fameux 6 mois, ou qu'il y ait un don fiscal, jusqu'aux amendements législatifs dont je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails, mais effectivement, le don fiscal ne nécessite plus aujourd'hui, le législateur a réagi, l'importance nationale. Donc, pour les exportations à l'heure actuelle, il faut que les deux soient présents. Donc, il suffit qu'un bien, à contrario, il suffit qu'un bien ne soit pas d'intérêt exceptionnel ou ne soit pas d'importance nationale et ça permet d'exporter. Donc oui, c'était vraiment important d'avoir le débat sur les deux critères. Attendez, Camille Desmarais, que je salue, qui a subi mon cours il y a quelques années. Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle les décisions de la commission ne sont pas publiques? Effectivement, et là, je pense sous le contrôle d'Annick, les décisions en matière fiscale de la commission, il y a un article dans la loi qui empêche la publication. Par contre, il n'y a rien, d'après ce que je comprends, qui empêche la publication des décisions en matière de permis d'exportation. Et donc, oui, c'est 500 d'un côté, c'est 4 ou 5 à chaque année, mais à tout le moins, si on commençait à publier ces 4 ou 5 décisions annuellement, ça permettrait de former un corpus de jurisprudence qui, ensuite de ça, pourrait servir de référence aux experts vérificateurs. Parce qu'on a des experts, on a des conservateurs très doués au Canada, mais on les utilise mal parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour véritablement être en mesure d'exercer le rôle de contrôle qui leur est dévolu par la loi. Question dans le dossier Caillebotte, est-ce que le revirement de la Cour d'appel fédérale annule les critères et définitions restrictifs? En fait, la Cour d'appel fédérale n'est pas venue dire ce que les critères voulaient dire parce qu'on est en matière administrative, en droit administratif. La question est à savoir, est-ce que l'interprétation dans ce cas-ci de la commission est raisonnable? La réponse était oui. Et donc, a priori, ce que la Cour d'appel fédérale vient dire, c'est que la commission, les membres de la commission qui sont nommés pour leur expertise, ont devant eux un éventail de possibilités pour interpréter les deux critères d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale. Et pour que ce soit déraisonnable, il faut qu'on tombe en quelque sorte à l'extérieur de cet éventail. Donc, est-ce que le lien direct avec le Canada peut constituer un facteur pour déterminer l'importance nationale? Oui. Mais ce que vient dire la Cour d'appel fédérale, c'est que ce n'est pas la seule façon de qualifier un bien qu'il a une importance nationale. Il y a d'autres façons. Dans ce cas-ci, c'était évidemment le fait qu'Albot était très peu représenté dans les collections publiques canadiennes. Je ne sais pas si Annick voulait ajouter quelque chose. Non, pas du tout. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions des participants. Vincent pourrait peut-être mettre fin à cette super conférence très intéressante qui éclaire sur beaucoup de choses. Donc, on va faire beaucoup plus attention maintenant quand on va aller au musée pour voir en effet tout l'apport de l'arrêt Caillebotte pour notre culture canadienne, puisqu'il y a des liens canadiens qui sont plus large, on va dire. Moi, je voulais surtout remercier Annick et François pour cette conférence. Simplement dire aussi aux participants que cette conférence-là a été enregistrée avec leur accord et qu'elle va être mise sur un site, le site de conférence du CRDP qui s'appelle donc le site lesconférences.org, je crois, Vincent. Hein .ca ou sur le site du CRDP. Ou sur le site du CRDP, dont vous pourrez dans quelques temps revisionner cette conférence. Alors, je les remercie très vivement et puis je laisse le dernier petit mot à Vincent. Je vais simplement seconder en vous remerciant de cette deuxième version. Effectivement,
C'était prévu le 18 mars, je crois. Et je dois dire que je suis un peu jaloux parce que ce domaine du droit de l'art fait quand même des sacrées belles présentations PowerPoint, là, ce qui est plus difficile à faire dans le domaine de la preuve technologique, de la vie privée. Alors, merci aussi pour le fond, mais pour la forme aussi de cette présentation.